c'est de modérer un petit peu la logique entre les différentes interventions en fonction d'une chronologie qui essaie de mettre en lien des étapes qui arrivent en début de saison et parfois même la saison précédente avec des performances qui sont mesurées soit sur la plante, soit sur le fruit pendant l'année en cours. Donc tout simplement, 3 étapes. On va regarder ce qui se passe à partir du moment de la chute des feuilles en 1er novembre 2014 et on ne va pas déconsidérer la phase hivernale. C'est pour ça qu'en fait on va essayer de voir ce qu'on peut extraire comme connaissance pour prendre de meilleures décisions d'après la variation de la biomasse qui est stockée dans le bois. La phase 2, c'est la phase végétative. Qu'est-ce qu'on peut dire à la lumière des résultats scientifiques récents en termes de manipulation de la charge en fruits par rapport au développement foliaire, par rapport aux phases d'absorption active en azote et en autres éléments minéraux qui est particulièrement élevé pendant la phase 2. Et enfin, comment ces conditions 1 et 2 prédisposent la maturation avec cette idée que si le réchauffement climatique devient de plus en plus la norme, on va commencer à se poser des questions sur le décalage qui pourrait exister de plus en plus marquant entre une maturité de la pulpe et une maturité des pépins ou de la pellicule. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a conçu la liste des intervenants. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est au 1er novembre ? Bon, en gros, avant que la vigne débourre, on peut prendre une photo de la variation spatiale de l'accumulation de la biomasse en utilisant comme un indicateur indirect la quantité de bois qui est restée de l'année précédente jusqu'au débourrement de l'année en cours. Donc c'est intéressant à plusieurs titres. On sait, d'après des travaux scientifiques, qu'il y a un effet mémoire de l'année précédente sur l'année à venir en termes de rendement, notamment les composantes nombre de grappes par vigne et nombre de baies par grappe. Et puis aussi, ça nous permet de revoir, avant de relancer la saison, des pratiques telles que la taille, et puis également de voir si des manipulations visant la fertilisation azotée ou visant la manipulation de la croissance foliaire ont ou non un effet qui est capté par la structure pérenne de la vigne. Donc, dans ce contexte, il nous a semblé tout à fait pertinent d'inviter Sébastien Debuisson pour qu'il vienne nous parler de ces méthodes nouvelles qui nous permettent de zoner en fait, la variabilité spatiale de la biomasse d'après un indice qu'il va nous décrire. Donc effectivement, on va parler de la mesure de la vigueur de la vigne, notamment avec un capteur qui s'appelle le Physiocap, donc qui a été développé en Champagne. Alors tout d'abord, peut-être... fonctionne pas. Alors tout d'abord, peut-être rappeler quelques définitions, notamment sur les paramètres d'équilibre du cep de la vigne, parce que ce n'est pas toujours très clair dans toutes les têtes. Alors tout d'abord, la vigueur. Donc la vigueur, on parle souvent de vigueur, mais la vigueur, c'est un terme qui est bien précis et qui définit en fait l'intensité de la croissance du rameau. Et on peut l'estimer par différents paramètres, mais en règle générale, c'est au travers du diamètre des moyens d'un serment ou de la vitesse de pousse en fait, du serment. Donc ça, c'est bien la notion de vigueur telle qu'elle est définie, notamment par M. Carbonneau. Ensuite, on distingue la puissance végétative, enfin la puissance. Donc c'est la matière sèche totale qui est produite au cours du cycle de la vigne. Donc grosso modo, c'est la quantité produite. Et on l'estime au travers de la pesée de bois-taille et de la pesée de récolte notamment. On a l'expression végétative, donc qui est la fraction de la puissance, donc une partie de la puissance qui correspond aux organes végétatifs de la vigne. Et donc c'est la biomasse qui va être produite au cours du cycle. Et on peut l'estimer donc soit à travers de la surface foliaire, soit à travers du nombre de serments donc, sur la vigne. Donc tout cela en fait nous mène vers l'équilibre. Et nous, ce qu'on appelle en fait l'équilibre souhaité, parce que finalement c'est ça l'équilibre, qui est finalement le volant de réserve permettant la mise en place des organes qui assurent la croissance, la maturation des baies et la reconstitution des réserves l'année suivante. Et finalement, l'équilibre, c'est un niveau de réserve suffisant pour le vigneron, et c'est bien par rapport aux objectifs du vigneron. On peut avoir des objectifs hauts, des objectifs bas en fonction de ses propres, de ses ambitions. Et donc, effectivement, quand on parle d'équilibre souhaité, donc aux extrêmes, on a toujours de la vigueur excessive, des problèmes qualitatifs, des problèmes de rendement. Au contraire, donc plutôt des vigueurs faibles, de l'autre côté, réserve insuffisante, rendement faible.
Et on a une notion d'équilibre qui est entre les deux, qui est finalement un équilibre souhaité par le vigneron. Et c'est vrai qu'en Champagne, en ce moment, c'est plutôt à droite. Mais bon. Donc, alors pourquoi parler effectivement de ces différents composants? Avec ce vigueur, expression végétative, on va simplement prendre ces deux paramètres qui sont issus du champagnol. Donc effectivement, on confond souvent les deux, mais on peut avoir des vigueurs faibles, donc des diamètres de sarment donc faibles par exemple, et peu d'expression végétative. En règle générale, ce sont des vignes qui souffrent énormément. À l'inverse, on peut avoir des expressions végétatives fortes, donc beaucoup de sarment et des vigueurs faibles. Donc souvent, c'est des vignes qui sont plutôt taillées trop long ou mal équilibrées. Et on peut avoir aussi effectivement des phénomènes inverses, des vigueurs qui peuvent être très fortes, des expressions végétatives faibles, des vignes taillées trop court par exemple, ou des vigueurs fortes et expressions végétatives faibles. Donc tout ça effectivement fait que sur un équilibre de vigne, on peut intervenir sur l'expression végétative, sur la vigueur, et tout dépend effectivement toujours des objectifs du vigneron. Donc le vigneron a quelques levées d'action. Donc ça peut être effectivement par rapport à la taille. Donc ça effectivement c'est le premier levier d'action auquel on pense, mais également la fertilisation, l'enherbement, notamment la concurrence qu'il va avoir sur la vigne. Et un paramètre qu'on oublie en fait régulièrement, donc c'est la hauteur de végétation, la surface qu'il va exposer en cours de campagne. Alors le problème, c'est que ces différents leviers interagissent souvent les uns par rapport aux autres. On ne peut pas jouer sur la taille sans jouer sur la fertile, sans jouer sur l'enherbement, sans jouer forcément sur la hauteur de rognage. Je vais simplement montrer un essai. Donc c'est un essai qui correspond sur notre domaine, on a appelé maîtrise de la vigueur. Ça va mieux? Ouais. Donc un essai qui correspond effectivement à la un essai maîtrise de vigueur. Alors en Champagne, on a une taille assez particulière qui est en fait la taille Chablis. Et c'est une taille qui a 4 sarments qui sont couchés entre 2 fils. Donc c'est une taille un peu difficile à réaliser, mais qui a le mérite, un gros mérite, c'est que sur cette taille, on peut supprimer effectivement 2 charpentes. Donc on a bien supprimé 2 charpentes entre 2004 et 2011, mais on a également réduit par 2 la hauteur de feuillage. Donc autrement dit, on a gardé le même ratio surface foliaire, nombre de bourgeons. D'accord? Et à partir de 2011, on a toujours supprimé ces 2 sarments, mais on est revenu à une surface foliaire du double. Donc on a doublé la surface foliaire par bourgeon. Et ce qui nous intéressait effectivement par rapport à ça, donc on a mesuré énormément de paramètres, mais c'est de voir comment la vigne allait interagir sur le rendement, sur la vigueur, sur la matière sèche produite. Donc voici un des résultats. Donc là en fait la base 1 c'est la base 100. Donc c'est le rapport par rapport au témoin. Donc le rapport charge faible, surface foliaire faible par rapport à surface foliaire élevée. Et donc de 2004 à 2010, on a bien réduit quasiment par 2 la surface foliaire. De 2011 à 2015, on a bien en fait réussi à avoir exactement la même surface foliaire. Alors si on regarde comment ça au niveau de la matière sèche, donc là pas de surprise. Dès les premières années, on divise quasiment par 2 la matière sèche produite. Donc au niveau des bois de taille, forcément on a supprimé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en laissant la surface foliaire doublée, on ne récupère pas un facteur 2 de suite. En fait, c'est seulement au bout de 5 ans, qu'on arrive à revenir au même équilibre que la vigne témoin. Et on observe en fait sur le rendement globalement la même chose, si ce n'est qu'on ne revient pas au niveau initial. Autrement dit, on a une baisse par 2 du rendement, donc les premières années, et lorsqu'on double la surface foliaire, en fait, on réaugmente la fertilité des bourgeons, on réaugmente le poids des grappes, même si elles sont moins nombreuses, et on arrive à 80% du rendement avec la même surface foliaire par rapport à la vigne témoin. Donc on a augmenté la fertilité par bourgeon. Mais on a fait ça sur 4-5 ans. On n'a pas une réaction en fait immédiate. Donc toutes les actions qui auront lieu au niveau de la taille de la vigne, de la hauteur de rognage, du palissage ou autre, c'est 3, 4, 5 ans avant de retrouver un nouvel équilibre. Alors là, maintenant, je vais vous présenter effectivement ces facteurs d'équilibre, on peut les mesurer. Donc il y a la pesée de bois taille qui est régulièrement pratiquée, mais qui est assez pénible à mettre en œuvre. Et donc il y a un capteur optique qui a été développé, qui s'appelle le PhysioCap, et qui permet en fait de compter les bois de taille, et qui va mesurer en fait les sections de chaque bois. Alors l'idée, effectivement, c'est d'avoir une mesure qui soit objective, qui puisse être exhaustif au niveau de la parcelle, avec des mesures qui sont géolocalisées, donc qui permettent de faire des cartes, et éventuellement de coupler ces capteurs à d'autres travaux. En Champagne, en règle générale, c'est couplé avec du pré-taillage.
Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une ligne de scan, donc c'est un scanner, qui va en fait mesurer l'ensemble des poids qui vont passer dans cette ligne. Donc on va mesurer à la fois le nombre et les sections. Alors c'est relativement simple, il s'agit en fait d'une barrière laser qui fait 28 mm de diamètre. À chaque fois qu'un objet va passer dans cette barrière, donc il y aura en fait un effet d'ombre chinoise, et donc les pixels qui ne vont pas être illuminés vont permettre de déterminer la section mesurée du bois. D'accord? Alors là, voici quelques bois qu'on peut retrouver en fait sur une parcelle. Alors le capteur en fait est effectivement très précis, il mesure au dixième de millimètre, mais c'est important parce que là on a un facteur 3 en termes de section moyenne des bois, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on mesure une section, ça se traduit par 9 au niveau de la quantité de bois. Forcément, c'est pierre carrée, hein, donc c'est toujours au carré. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mesurer des bois qui vont de 9,1, 9,2, 9,3 mm, mais le dixième de millimètre finalement représente beaucoup par rapport à la biomasse globale de bois. Alors là, c'est un montage qui a été fait sur un chenillard, donc en Champagne. Donc les deux capteurs, les deux têtes sont de chaque côté. On passe le capteur et on mesure l'intégralité des bois de taille qui passent dans le capteur. Ce capteur est relié donc à un GPS et un boîtier qui va permettre de concaténer les données. Et ensuite, on récupère sur une clé USB des fichiers texte avec la position GPS et toutes les valeurs en fait, qui sont associées. Et donc, on retire en fait, de la parcelle un nombre de bois mètre carré, une section moyenne des bois au mètre carré et une estimation de la biomasse. Alors, je vais vous montrer en fait directement quelques exemples qui sont assez intéressants. Alors, tout d'abord, en fait, un exemple qui a été fait en Champagne sur un domaine qui voulait mettre en œuvre en fait, des parcelles avec différentes modalités de fertilisation. Donc, l'idée, effectivement, c'était de mesurer l'impact sur la biomasse, sur la quantité de bois et de comparer en fait, les vignes entre elles. Alors, le premier exemple, c'est deux parcelles jumelles, donc qui sont sur un secteur relativement plat, sur des terres relativement riches. Donc la parcelle de gauche, la parcelle de droite, et dans chaque parcelle, il y avait trois modalités. Donc des modalités avec des engrais organiques, des modalités témoins et des modalités avec une nutrition foliaire, azotée. Donc ce qui est assez intéressant, c'est deux parcelles jumelles, plantées avec le même clone, le même cépage, plantées avec 1 an d'écart, elles ont une vingtaine d'années. Mais elles se comportent déjà, si on regarde la biomasse, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres. Elles se comportent en fait de façon différente. Il y a une parcelle Sorange qui est nettement plus faible en termes de biomasse, en termes de nombre de sarments et en termes de section moyenne, par rapport à l'autre parcelle qui s'appelle Soulmont, qui est en fait nettement plus élevée. Alors ça se traduit effectivement par des maturités plus faibles sur la parcelle du haut, mais aussi beaucoup plus de rendement. Et donc tout simplement, l'explication elle est relativement simple, c'est bien le même domaine. Mais d'un côté, la parcelle Sorange est conduite en viticulture biologique avec un désherbage mécanique sous le rang. Donc autrement dit, avec un désherbage mécanique aussi qui était assez mal maîtrisé, donc pas mal de concurrence sur la vigne. Et inversement, la parcelle sous le mont se traduisait par... c'était une parcelle enherbée, mais avec un désherbage chimique sous le rang, mais beaucoup mieux maîtrisé. Donc effectivement, sur deux parcelles jumelles, on voit effectivement l'impact des pratiques, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que cet impact des pratiques est largement supérieur aux techniques de fertilisation que le viticulteur avait mis en œuvre. Si on regarde la nutrition foliaire ou les bouchons organiques, on n'a quasiment pas d'écart par rapport à la parcelle témoin. Donc c'est d'abord ici l'enherbement et la gestion de l'enherbement qui provoquaient effectivement cette différence. Et on a remesuré la parcelle en biologie 2 ans après, donc cette année. Et cette parcelle, effectivement, a été complètement labourée. Et aujourd'hui, on arrive quasiment aux mêmes valeurs que la parcelle qui s'appelle Soulmont. Autre exemple, donc là, ce n'est pas l'autre exemple, c'est la cartographie des deux parcelles. Donc en dessous, donc Soulmont qui est conduit en durable, au-dessus en viticulture biologique. Donc c'est effectivement, donc là on voit que sur l'ensemble des paramètres, biomasse, section moyenne et nombre de sarments, on est systématiquement en dessous. Alors, autre exemple, là c'est notre parcelle qui s'appelle Sorsou. Donc c'est une parcelle qui est enherbée, toujours en pinot noir, donc en milieu de coteaux, avec effectivement 3 modalités, azote liquide, témoin et nutrition foliaire. Et donc là, par rapport à la nutrition foliaire, on voit effectivement le même effet que tout à l'heure, c'est-à-dire pas d'effet. Par contre, effectivement, azote liquide, qui était en plus mis à des quantités relativement élevées. Donc on voit un effet assez direct, pas forcément sur les sections moyennes, du moins de façon très légère,
mais surtout sur le nombre de serments. Et puis forcément, ça se traduit par une biomasse nettement plus élevée. Donc comment ça se traduit au niveau des cartes? Donc en haut, la nutrition foliaire, en bas, l'azote liquide. Vous voyez aussi une répartition qui n'est pas toujours homogène. Ça, c'est lié aussi au phénomène, au type de sol et puis au lessivage. Mais quand même, dans la partie azote liquide, en tendance, une partie qui est nettement plus, avec nettement plus de biomasse, des sections moyennes qui ne sont pas tellement différentes, et puis surtout un nombre de serments qui est nettement différent par rapport à la partie témoin et par rapport à la partie nutrition foliaire. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça permet de mesurer l'impact des pratiques des vignerons. Et puis, bon, je ne vous fais pas un dessin, mais sur la partie azote liquide, il y a nettement plus de rendement. Et enfin, donc une troisième parcelle, Archambourg, où là, effectivement, on va aller toujours de la nutrition foliaire, témoin et bouchons organiques. Et là, c'est paradoxalement, on a pu observer que les bouchons organiques, ça fonctionnait plutôt pas mal sur cette parcelle. Alors, pas en biomasse, donc il n'y a pas de changement de biomasse, mais par contre, il y a plus de serments et des sections un peu plus faibles. Alors nous, ça nous a été étonné un petit peu, parce qu'il n'y a pas de raison que les bouchons organiques aient un impact sur le nombre de serments et sur la section en millimètres, alors que dans les autres essais, on ne l'avait pas forcément. Et puis logiquement, ça aurait dû agir sur la biomasse, alors que là, effectivement, ça agit un tout petit peu, mais pas forcément beaucoup. Donc on a regardé les cartes. Sur la biomasse, pas d'effet, mais sur les sections moyennes et surtout sur le nombre de serments, un effet assez important. Et en montrant la carte au vigneron, il me dit oui, mais c'est normal parce que moi je ne voulais pas créer un différentiel au niveau de l'essai. Donc j'ai mis une équipe de tâcherons dans la partie bouchon organique et une équipe de tâcherons dans la partie témoin et nutrition foliaire. Et simplement, en fait, les équipes de tâcherons qui étaient en haut ou en bas de la parcelle n'avaient pas les mêmes consignes au niveau de la taille, vous ne taillez pas de la même façon. Donc on se retrouvait avec une biomasse parfaitement équivalente sur la parcelle, des rendements parfaitement équivalents, mais d'un côté en haut des tâcherons qui taillent beaucoup plus long et qui mettaient 20% de temps en plus à finir la taille parce qu'ils taillaient beaucoup plus long et beaucoup plus de coups de sécateur, et inversement en bas, des tâcherons qui taillent beaucoup plus court. Donc tout ça, ça ne se traduit pas sur la biomasse, mais ça se traduit sur la vigueur et sur l'expression végétative. Donc c'est ça qui était intéressant. Donc voilà à quoi peut servir par exemple le capteur. Et bien sûr, derrière, sur la parcelle du haut, a été quand même beaucoup plus sensible, alors pas forcément au botrytis, on n'a pas vu, mais notamment à l'odium, du fait d'entassement de végétation. Donc là, on a vu effectivement sur un an, et on peut également regarder donc, sur plusieurs années. Donc là, c'est une parcelle sur notre domaine, qu'on souhaitait effectivement remonter en termes de en termes de rendement, parce que les rendements, on n'était pas forcément très satisfaits du niveau de rendement et de la vigueur de la vigne. Donc on a commencé à pratiquer des modulations de taille azote pendant 3 années. Donc là, on est sur la 3e année, ça c'est les résultats en 2014. Et effectivement, on le voit sur la carte, au niveau production de biomasse, ça permet de mesurer, par rapport aux pratiques qu'on a mis en œuvre, l'effort en fait, qu'on a pu accomplir. Et sur la parcelle du bas, on obtient aujourd'hui des valeurs moyennes qui sont assez proches de ce que l'on souhaite aujourd'hui, avec forcément aussi une remontée des rendements sur cette parcelle. Donc voilà pour quelques exemples. Alors, j'ai parlé effectivement de ce capteur, donc on va parler d'abord en fait des aspects négatifs. Alors comme tout système, c'est un coût forcément, donc la pesée de boîtail c'est un coût, mais le capteur a également un coût, même si ça prend les données de façon automatique. Donc en fait le coût total du capteur est de l'ordre de 8 000 € pour un montage sur une machine. Le montage est relativement délicat, autrement dit, il faut que les têtes soient parfaitement alignées. Alors quand ça fonctionne, il n'y a aucun souci, par contre il faut que le montage soit très précis. Il faut que les têtes soient bien face à face, c'est la moindre des choses. C'est une technologie qui est innovante, alors ce n'est pas forcément un inconvénient, mais c'est une technologie forcément qui évolue encore. Donc autrement dit, les modèles, les solutions qu'on a pu tester il y a 2 ans, elles ont largement encore évolué à l'heure d'aujourd'hui. Et puis le plus important, c'est quand on quand on crée effectivement un nouveau capteur, on obtient des données qui sont des données en fait physiques, mais il faut créer également sa base de données pour pouvoir les comparer avec d'autres parcelles. Plus, la mesure est simple à comprendre par rapport à d'autres capteurs. Tout simplement, on est sur des sections moyennes qui sont en millimètres, on est sur des nombres qui sont en nombres, donc c'est compréhensible. Le passage se fait en hiver, autrement dit, on a le temps de passer le capteur, donc on a le temps de faire l'analyse derrière, et on a des résultats qui sont quantifiés. Après, effectivement, la mesure de boîtail, c'est une mesure qui est reconnue, même si ça ne peut pas se comparer à la pesée de boîtail, mais on est quand même sur une mesure qui est reconnue, et ça permet surtout de faire des comparaisons interparcelles, interrégions,
chose qu'on ne peut pas faire forcément avec tous les capteurs. Donc voilà un peu pour ce capteur qui est monté ici sur un chenillard, mais qui peut être monté sur tracteur enjambeur ou d'autres types de machines. Voilà. Et donc effectivement c'est très intéressant parce que le diamètre du serment c'est vraiment le bon, c'est encore mieux qu'un pas des bois de taille parce qu'un vigne équilibré c'est surtout qu'il y a des diamètres de serment qui sont équilibrés. Alors comment vous faites la différence entre les rameaux primaires et les rameaux secondaires? Parce que j'imagine que là où il y a le niveau de scan, suivant les cépages qui fait plus ou moins des rameaux secondaires, vous avez des entrecœurs quoi, dans le nombre. Comment vous gérez ça? C'est ça. Alors ça, on l'a vu à Bordeaux. On était venu il y a 2 ans faire des mesures. Et on a, alors je ne sais plus si c'est sur le Cabernet ou sur le Merlot, mais un des cépages qui fait beaucoup plus de rameaux secondaires que d'autres. Le Merlot, ouais, c'est ça. Donc on avait pu en fait distinguer, parce que bon après on peut travailler effectivement le jeu de données, parce que toutes les données sont unitaires. Donc après on peut seuiller les données et créer des populations. Donc là en l'occurrence sur le Merlot, il y avait 2 populations de bois qui étaient, qui se côtoyaient. Donc on mesure en règle générale au tiers de la hauteur de végétation. Donc on ne prend pas en fait tous les entrecœurs qui sont sur les hauts, mais effectivement dans le cadre du Merlot, il y avait également beaucoup d'entrecœurs qui étaient proches de la charpente. Donc on avait pu le travailler, notamment en séparant la partie, en seuillant entre 3 et 4 mm entre 3 et 4,5 de mémoire pour les parties bois secondaires. Et puis tous les bois qui étaient au-dessus de 7, on a considéré que c'était des bois primaires.